J'ai empoisonné le vin de mon oncle lors du dîner de Noël, et en le voyant convulser sur la nappe brodée de notre maison de Bordeaux, j'ai ressenti pour la première fois une joie pure, viscérale, comme si le sang de la trahison coulait enfin hors de ses veines. Ma cousine, cette vipère aux lèvres peintes en rouge, a hurlé que j'étais un monstre, mais elle ignorait que c'était elle qui m'avait volé mon âme 10 ans plus tôt, en me faisant endosser ses dettes pour sauver l'entreprise familiale. Et maintenant, alors que les sirènes hurlaient dans la nuit provençale, je souriais en pensant à la suite. Leur empire s'effondrerait, pierre par pierre, et je serais le fantôme qui danserait sur les ruines. Je m'appelle Lucien Duval, et si je vous raconte cette histoire, ce n'est pas pour me confesser, mais pour que vous compreniez comment un homme peut se transformer en ombre vengeresse sous le ciel plombé de la Gironde. Bordeaux, cette ville de vin et de secrets, où les châteaux se dressent comme des sentinelles orgueilleuses le long de la Garonne, a été le berceau de ma ruine et de ma renaissance. Né dans une famille de vignerons qui remontait à Louis XIV, j'avais toujours cru que le sang Duval coulait plus épais que le merlot le plus corsé. Quelle illusion pathétique. Tout a commencé un soir d'automne 2015, sous un crachin incessant qui transformait les pavés de la rue Sainte-Catherine en miroir noir. J'avais 35 ans, fraîchement divorcé d'une femme qui préférait les cocktails parisiens aux vendanges solitaires. Mon oncle Henri, patriarche autoproclamé de notre domaine viticole, Duval et fils, m'avait convoqué dans son bureau lambrissé, imprégné d'odeurs de chêne et de tabac froid. Henri était un colosse au visage taillé à la serpe, avec des yeux qui scrutaient comme des vautours. À ses côtés, ma tante Élise, une beauté fanée aux cheveux teints en blond vénitien, et ma cousine Sophie, 28 ans, avec son sourire de chatte en chaleur et ses ambitions qui sentaient le soufre. Lucien, mon garçon, avait grommelé Henri en versant du cognac dans des verres ballons. L'entreprise coule. Les banques nous lâchent, les marchés chinois nous volent nos acheteurs. On a besoin de toi. J'avais ri, un rire amer, car j'avais déjà tout sacrifié pour eux. 10 ans plus tôt, après la mort de mon père, emporté par un cancer foudroyant qu'il avait caché pour ne pas inquiéter la famille, j'avais vendu ma part d'héritage, une petite vigne en Médoc, pour renflouer les caisses. 100 000 euros, peanuts pour les standards parisiens, mais pour moi, c'était ma liberté. Et il l'avait englouti comme un trou noir. Sophie, avec ses ongles manucurés et son parfum Chanel qui masquait l'odeur de la trahison, s'était penchée en avant, ses seins généreux pressés contre le plateau de marbre. « Cousin, tu es le seul en qui on ait confiance. Papa et maman sont trop fiers pour demander à quiconque d'autre. » Sa voix était un miel empoisonné, et j'avais succombé, comme toujours. J'avais hypothéqué ma maison à Arcachon, emprunté jusqu'à l'os auprès d'usuriers discrets qui opéraient dans les bas-fonds de la place de la Bourse. 200 000 de plus, injectés dans les vignes qui pourrissaient sous la phylloxéra résurgente. « C'est pour la vraie famille », avait susurré ma tante Élise, en posant sa main froide sur la mienne. Ces mots, « vraie famille », résonnaient encore dans mes cauchemars. Les mois suivants furent un tourbillon de labeur et d'illusions. Je me levais à l'aube pour tailler les sarments, mes mains calleuses saignant sur les épines, tandis que Sophie paradait à Paris, signant des contrats bidons avec des importateurs fantômes. Henri, lui, passait ses journées au casino de Biarritz, perdant des fortunes au blackjack pour détendre l'atmosphère. Et moi, j'étais le bouc émissaire invisible, l'homme qui payait les factures en retard, qui mentait aux fournisseurs quand les chèques rebondissaient. Un soir, ivre de fatigue et de pinot noir bon marché, j'ai fouillé les comptes dans le bureau d'Henri. Ce que j'y ai trouvé m'a glacé le sang, des transferts occultes vers un compte offshore au Caïmans, au nom de Sophie. Elle n'avait pas investi l'argent dans l'entreprise. Elle l'avait siphonné pour financer son amant, un galeriste véreux qui la couvrait de diamants volés. La rage m'a consumé comme un feu de broussailles. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. J'ai attendu, cultivant ma haine comme on élève un cépage rare. Les vendanges de 2016 ont été un désastre. Orages bibliques, grêles qui ont ravagé les grappes. L'entreprise était au bord du gouffre, et Henri m'a convoqué à nouveau. « Lucien, il faut restructurer. On va te faire endosser les dettes fiscales. C'est temporaire, juste pour passer l'hiver. » Endosser les dettes? J'ai compris alors, ils me sacrifiaient pour sauver leur peau. Sophie, avec son air innocent, a ajouté « C'est pour le bien de tous, cousin. Tu es fort, tu t'en sortiras. » Forte. J'étais leur paillasson, leur prête-nom pour frauder l'État français, pour cacher les malversations qui auraient envoyé Henri en prison. J'ai signé les papiers ce soir-là, sous la lumière jaunâtre d'une lampe à pétrole, le cœur battant comme un tambour de guerre. Les impôts, les amendes, tout sur moi. Ma tante Élise m'a serré dans ses bras, murmurant « Merci, mon chéri. C'est la vraie famille qui compte. » Vraie famille. Ces mots étaient un poignard. Le lendemain, j'ai appris que Sophie s'envolait pour Monaco avec son amant, et qu'Henri avait racheté une part majoritaire de l'entreprise à mon nom, pour mieux la diluer plus tard. J'étais piégé, un pantin aux ficelles invisibles. Les nuits suivantes,
je marchais le long de la Garonne, les eaux noires reflétant les lumières des ponts comme des promesses brisées. Bordeaux, avec ses allées sombres et ses murmures de vent dans les feuilles des platanes, devenait mon complice. J'ai commencé à noter tout, date, montant, signature falsifiée. Un journal de vengeance, écrit à l'encre sympathique de ma mémoire. Et puis, un matin de printemps pluvieux, la première fissure. Un contrôleur des impôts a frappé à ma porte, un homme maigre au costume gris, avec des yeux de fouine. « Monsieur Duval, nous enquêtons sur des irrégularités fiscales. Vous êtes impliqué. » J'ai ri, un rire qui sonnait faux même à mes oreilles. Impliqué? J'étais le cadavre qu'ils enterraient vivant. Mais au lieu de paniquer, une idée germa, la contre-attaque. Je refusai de coopérer, invoquant le secret familial. L'inspecteur haussa les épaules. La famille, c'est sacré en France, mais la loi l'est plus. Il partit, mais ses mots allumèrent une étincelle. La loi. Peut-être était-il temps d'invoquer la mienne. Sophie revint cet été-là, rayonnante, un collier de perles autour du cou qui valait plus que toutes mes dettes cumulées. Elle m'invita à un dîner au Château Margaux, soi-disant pour fêter une relance. Henri était là, bedonnant et jovial, ma tante Élise avec son verre de Chablis perpétuel à la main. Nous étions assis sous les chandeliers en cristal, la table dressée comme pour une noce. À la famille, trinqua Henri, et tous levèrent leurs verres. Moi aussi, mais dans ma tête, je voyais déjà le poison couler. Ce n'est pas ce soir-là que j'ai agi. Non, j'ai attendu Noël, quand les guirlandes scintillaient et que l'hypocrisie atteignait son paroxysme. La messe de minuit à la cathédrale Saint-André, les chants de minuit, chrétiens, qui masquaient les péchés. De retour au domaine, le feu crépitait dans la cheminée, et Élise servait le foie gras. Sophie, enceinte, ô ironie, enceinte de l'amant qui avait financé son exil, rayonnait. Henri trancha la dinde, et je versai le vin, un pomerol millésimé que j'avais trafiqué dans l'ombre de la cave. Quand il but, convulsa, je ne ressentis pas de remords. Seulement une libération. Les secours arrivèrent, trop tard. Henri Duval, pilier de la communauté bordelaise, partit dans l'agonie, emportant ses secrets. Sophie Hurla, assassin. Mais qui croirait le neveu fidèle? J'étais l'homme brisé, pas le bourreau. Pourtant, ce n'était que le début. La police enquêta, bien sûr. Interrogatoire au commissariat de la rue Boudet, où l'odeur de café froid et de désespoir imprègne les murs. J'ai nié, pleuré, invoqué le chagrin. Un accident, inspecteur. Le vin était fâché. Ils fouillèrent la cave, trouvèrent des traces d'arsenic, banales, achetées à un jardinier pour les nuisibles. Mais pas de mobile. Pas encore. Sophie, veuve éplorée, hérita de l'entreprise. Ou du moins, le cruel. Dans le testament d'Henri, rédigé en hâte des mois avant, j'étais nommé exécuteur. Une clause obscure. Si malversation détectée, tout allait à la vraie famille, c'est-à-dire moi, le sang pur sans tache. Elle explosa en larmes lors de la lecture chez le notaire, place Péberlan. C'est un complot. Il nous a trahis. Cria-t-elle. Trahi? Le mot sonnait comme une plaisanterie cruelle. Élise, pâle comme un linceul, me supplia. Lucien, pour l'amour de Dieu, rends-nous ça. C'est notre vie. Notre vie? La mienne gisait en miettes depuis des années. Iesuris, freudement. Tante, tu as dit que c'était pour la vraie famille. Eh bien, maintenant, c'est moi. Les mois suivants furent un ballet macabre. Sophie contesta le testament, engagea des avocats parisiens aux honoraires exorbitants. Elle lorgna sur ma part, argua que j'avais influencé Henri dans ses derniers instants. Des rumeurs coururent dans les salons de la rue Vital-Carle. Lucien le parricide, le neveu maudit. Mais j'avais des preuves, enfouies dans des coffres suisses que j'avais ouverts en secret. Les transferts, les faux, les dettes qu'elle m'avait fait endosser. Un dossier ficelé comme un gigot de Pâques. Un soir d'avril, sous un ciel d'orage qui déchirait l'horizon atlantique, Sophie me convoqua au domaine. Elle était seule, Élise en cure thermale à Dax pour soigner ses nerfs. Lucien, parlons. On peut s'arranger. L'entreprise pour moi, et je te rends l'argent. Tout. Son ton était mielleux, mais ses yeux trahissaient la panique. Je m'assis face à elle, dans le fauteuil qu'Henri occupait jadis, et je sortis le dossier. Pages et pages de trahison. Elle blêmit. Comment? Hieres. J'ai toujours su, Sophie. Depuis le premier euro détourné. Tu m'as fait porter le chapeau pour tes folies, pour ton amant qui t'a largué quand les diamants ont fondu. Et maintenant, tu veux que je ferme les yeux? Elle se leva, furieuse, renversant son verre de Bordeaux. Tu n'es rien. Un raté divorcé qui puait le raisin pourri. Sans nous, tu serais mendiant sur les quais.
Ces mots étaient des gifles, mais je les savourais. C'est là que je lui révélai le twist. L'arsenic n'était pas pour Henri seul. J'en avais glissé une dose infime dans son propre verre ce soir de Noël. Pas assez pour tuer, pas encore, mais pour la rendre stérile, pour que son enfant maudit ne voie jamais le jour. Elle hurla, porta les mains à son ventre, et s'effondra en sanglots. Monstre, cracha-t-elle. Peut-être. Mais la vraie famille, c'était moi désormais. Le printemps 2017 s'ouvrit sur Bordeaux comme une plaie béante, avec des averses qui noyaient les vignes et lavaient les péchés sans les effacer. J'avais pris les rênes du domaine Duval et Fils, rebaptisé simplement Duval, un nom épuré, comme un vin clarifié. Les ouvriers, ces gaillards burinés par le soleil du Médoc, me regardaient avec un mélange de crainte et de respect. « Monsieur Lucien, c'est dur, mais vous avez la main ferme », me dit un jour Pablo, le contremaître portugais aux mains comme des racines noueuses. Ferme, c'était de la ferraille trempée dans l'acide de la haine. Sophie s'était terrée à Paris, dans un appartement haussmannien financé par les restes de ses larcins. Elle avait avorté en silence, un scandale étouffé par des chèques discrets. Les médecins avaient parlé d'une intoxication fortuite, mais ses yeux, quand elle me croisa par hasard à la foire au vin de la Halle des Douves, brûlaient d'une fureur qui promettait l'enfer. « Tu paieras, Lucien. Pour Henri, pour l'enfant. » Je te de trouwerij. Sa voix était un sifflement, et elle s'éloigna, laissant dans l'air un sillage de jasmin et de venin. Élise, revenue de sa cure, jouait la veuve éplorée aux obsèques d'Henri, une cérémonie fastueuse à l'église Notre-Dame, avec orgue et chorale qui pleuraient plus pour l'héritage que pour l'homme. Elle me contacta par lettre, manuscrite sur papier crème parfumée à la lavande de Grasse. « Mon neveu chéri, pardonne-moi. J'étais faible, influencé par ton oncle. Reviens-nous. L'entreprise a besoin de nous tous. » Faible, c'était une louve qui avait dirigé les malversations, falsifiant des factures pour camoufler les dettes de jeu d'Henri. J'ai brûlé la lettre dans la cheminée du salon, les flammes dansant comme des démons ricanants. Mais la vengeance n'est pas un vin qui mûrit seul. Elle demande de la patience, des alliances sombres. Je commençai par purger le domaine. Licenciement discret des complices d'Henri, ces comptables aux moustaches jaunies qui détournaient des centimes pour leur retraite dorée. Puis, j'investis dans la modernisation. Cuves inox, irrigation goutte à goutte, partenariat avec des œnologues parisiens qui snobaient autrefois nos cuvées. Le Merlot 2017 fut un succès modeste, salué par le Figaro comme un Renaissance bordelaise. Renaissance. Le mot me fit sourire dans le noir. Sophie contre-attaqua par la voie légale. Son avocat, un requin de la place Vendôme nommé Maître Lefebvre, déposa une plainte pour empoisonnement et fraude successorale. Les journaux locaux, ces ragots ancréés comme la Dépêche du Midi, titrèrent « Tragédie chez les Duval, le neveu accusé de parricide ». Les ragots enflèrent. J'avais couché avec Sophie pour la manipuler, ou pire, j'étais un amant jaloux d'Henri. Bordeaux, ville de murmures, transforma ma solitude en légende noire. Les anciens clients, ces bourgeois de la rue Saint-Rémy, boycottèrent nos dégustations. Les ventes chutèrent de 30%. Je ripostai dans l'ombre. Un soir, après une nuit blanche à éplucher des archives à la bibliothèque municipale, ces volumes poussiéreux sur l'histoire des vins de Bordeaux, où j'appris que les Duval avaient déjà connu un scandale au XIXe siècle, un empoisonnement de cuve pour saboter un concurrent. Je contactai un privé, un ex-flic limogé nommé Raoul, qui opérait depuis un bar miteux près de la gare Saint-Jean. Trouve-moi tout sur Sophie Duval. Ses amants, ses dettes, ses secrets. Il accepta pour 1000 €, payé en cash, et disparut dans la brume matinale. Ces rapports arrivèrent par colis anonymes. Photos granuleuses de Sophie en compagnie d'un politicien bordelais, deals douteux pour des subventions européennes détournées. Et le clou, un enregistrement audio où elle confessait à son amant « Lucien a tout pris, mais je vais le ruiner. J'ai les preuves qu'il a falsifié les comptes après la mort de papa. » Falsifié ? C'était elle, bien sûr, mais l'ironie me fit rire. J'envoyai l'enregistrement à Lefebvre, anonymement, via un service postal de Lisbonne. Le lendemain, Sophie le vira, hurlant au téléphone. J'imaginais sa voix aiguë comme un pichet brisé. Pourtant, elle ne s'avoua pas vaincue. En juillet, lors des fêtes de la Madeleine, elle organisa une réception au domaine, sans m'inviter. J'y allai incognito, déguisé en sommelier, servant du champagne tiède à des invités snobs. Elle était là, en robe fourreau noir qui soulignait sa silhouette affamée, toastant à la mémoire d'Henri. Je versai son verre personnellement, un sourire plaqué sur le visage. À la famille, cousine. Elle but, ignorant le laxatif puissant que j'avais dosé pour la soirée. Ce fut un spectacle. Au milieu des valses et des rires, Sophie s'effondra aux toilettes, vomissant tripes et boyaux devant une brochette de conseillers municipaux. Les ambulances vinrent, sirènes déchirant la nuit étoilée.
Le scandale éclaboussa la presse. Héritière des Duval empoisonnés? Intrighe familiari de genere en thriller. Elle accusa l'air, les huîtres, n'importe quoi sauf moi. Mais les soupçons rampaient comme la vigne vierge sur les murs du château. Élise surgit alors, comme un fantôme de l'Opéra Garnier. Elle me rendit visite un après-midi orageux, apportant une tarte aux pruneaux de ses mains tremblantes. « Lucien, arrête ça. Sophie est brisée. Elle a perdu l'enfant, maintenant sa réputation. Laisse-nous en paix. » Je la regardai, cette femme qui m'avait bercé enfant avec des berceuses gasconnes, et je vis la peur dans ses yeux bleus délavés. « Paix? Tu m'as volé la mienne, tante. Quand tu as signé ces faux pour couvrir les dettes d'Henri. Quand tu m'as laissé endosser le crime fiscal, risquant la tôle à ma place. » Elle pleura, des larmes salées comme l'océan Atlantique. C'était pour protéger Sophie. Elle est ma fille, Lucien. Ma vraie fille. Vraie fille. Le mot frappa comme un éclair. Je la pressai, et elle avoua. Sophie n'était pas la fille d'Henri. Une liaison adultère avec un ouvrier vigneron, il y a 30 ans. Henri avait su, pardonner, mais le secret rongeait tout. Et moi? Demandai-je, la voix rauque. Tu étais le fils légitime, le remplaçant parfait. Mais tu n'as jamais été assez français. Ton père était trop provincial, trop attaché à la terre. Pas assez français? Ces mots, prononcés avec l'accent snob des salons parisiens qu'elle affectait, me transpercèrent. Mon père, ce paysan au grand cœur qui chantait « La mémoire des hommes » lors des vendanges, n'était pas assez pour elle? La rage remonta, un millesime amer. Je la mis dehors, doucement, mais fermement. Elisa. Ton secret est en sécurité. Pour l'instant. Raoul, mon privé, creusa plus profond. Il déterra un autre cadavre. Élise avait un frère, un jumeau mort jeune dans un accident de voiture, ou était-ce un suicide? Après avoir découvert l'adultère. Le doute s'insinua. Henri avait-il tué pour couvrir le scandale? Les archives jaunies de la préfecture confirmaient un accident suspect, frein saboté sur une route sinueuse vers Arcachon. Un mobile pour ma vengeance élargie. L'été s'acheva en canicule, les vignes assoiffées suppliant la pluie. Sophie revint à la charge, cette fois par les tabloïds. Une interview dans Paris Match, mon cousin m'a volé mon empire et ma vie. Il est un poison. Les ventes s'effondrèrent à nouveau, boycottage des cavistes de la rue du Pas-Saint-Georges. Je contre-attaquai en rendant public le dossier fiscal. Une fuite orchestrée via un journaliste de Sud-Ouest, ami d'un ami. Titre, fraude chez Duval, l'héritière impliquée. Elle nia, bien sûr, mais les enquêteurs revinrent, perquisitionnant son appartement parisien. Ils trouvèrent des bijoux non déclarés, des comptes en Suisse. Sophie fut interrogée, menottée comme une vulgaire pickpocket sur les Champs-Élysées. Élise, effondrée, m'appela en pleurs. « Tu vas trop loin, Lucien. C'est ta famille. » Famille? Je raccrochai, le cœur dur comme un tana vieilli. Mais la nuit, seul dans mon lit au drap de lin rêche, les doutes me rongeaient. Étais-je le monstre, ou eux? La vengeance goûtait le triomphe, mais laissait un arrière-goût de cendre. Et pourtant, je continuais. Car à Bordeaux, sous les étoiles indifférentes, la vendetta est un art français, raffiné et impitoyable. Automne 2017 enveloppa Bordeaux d'un manteau de feuilles roussies, comme si la Garonne elle-même saignait des couleurs du repentir. Le domaine reprenait vie. J'avais embauché une équipe nouvelle, des jeunes ingénieurs agronomes sortis de Montpellier, qui injectaient de la science dans nos cuvées traditionnelles. Notre Sauvignon blanc 2017, un assemblage audacieux avec des notes de pamplemousse et de trahison, remporta une médaille d'argent au Salon de l'Agriculture à Paris. Les critiques de Decanter murmurèrent « Duval renaît des cendres ». Des cendres, oui, mais nourries de haine calcinée. Sophie, sortie de garde à vue, ourdit sa revanche depuis l'ombre. Elle s'allia à un concurrent, les Lafarge, ces rapaces de Saint-Émilion qui lorgnaient nos terres depuis des générations. Un dîner clandestin au Lion d'Or, hôtel chic de la place du Parlement, où elle offrit des secrets, nos nouvelles techniques d'irrigation, nos contrats avec les exportateurs néerlandais. En échange, une alliance pour me racheter à vil prix. J'appris cela par Raoul, qui avait soudoyé un serveur avec un billet de 50 € et une promesse de silence. La fureur me submergea comme une marée montante sur l'Arcachon. J'invitai Sophie à une dégustation privée, prétextant une réconciliation. Pour Henri, dis-je au téléphone, ma voix mielleuse comme un sauterne. Elle accepta, curieuse ou arrogante, peu importe. Le soir venu, sous les voûtes de la cave du domaine, éclairée par des torchées vacillantes, je l'attendais avec 2 verres de notre cuvée spéciale. Un Bordeaux supérieur, corsé, infusé d'une drogue subtile, un sédatif qui dissout les inhibitions. Elle arriva en tailleur pantalon noir,
cheveux relevés en chignon sévère, un air de Joan of Arc vengeresse. « Qu'est-ce que tu veux, Lucien? Me voir ramper ?» Je versai le vin, nos verres tintants comme des cloches funèbres. « Non, cousine. Juste la vérité. Pour la famille. » Nous bûmes, et bientôt, ses paupières papillonnèrent, sa langue se délia. Sous l'effet du produit, elle confessa tout, les vols, l'adultère d'Élise, le sabotage des freins du frère jumeau, non par Henri, mais par Élise elle-même, dans un accès de jalousie possessive. « Maman l'a tué, » murmura-t-elle, les yeux vitreux. Il voulait emmener le secret à la police. J'enregistrais, bien sûr, un micro dissimulé dans la toile d'araignée des poutres. Quand elle s'effondra, ivre de drogue et de vin, je la portai jusqu'à sa voiture, la déposant comme une poupée brisée. Le lendemain, l'enregistrement atterrit chez les Lafarge, anonymes. Leur alliance vola en éclats. Ils me proposèrent au contraire un partenariat, terrifiés par le scandale potentiel. Sophie, amnésique du sédatif, se réveilla avec une gueule de bois et des soupçons qui la rongeaient. Élise, sentant le vent tourner, tenta une approche désespérée. Elle vint au domaine un midi de novembre, portant un panier de figues d'Agen et un crucifix en argent, relique de famille. Nous nous assîmes dans la cuisine rustique, où l'odeur de pain frais masquait à peine celle de la terre humide. « Lucien, j'ai péché. Contre ton père, contre toi. Henri savait pour le frère, mais il m'a protégé. Et toi? Tu es comme lui, impitoyable. » Je la laissai parler, déverser son âme comme un vin trop jeune. Elle avoua le meurtre. Une nuit d'hiver 1987, sur la route côtière, elle avait versé du liquide de frein trafiqué dans le réservoir, après une dispute où son frère menaçait de tout révéler. Pour Sophie, pleura-t-elle. Ma fille unique. Je ne criai pas. Au lieu de cela, je lui offris un café, fort et noir comme l'abîme. Pourquoi me dire ça maintenant? Elle toucha le crucifix. Parce que Dieu pardonne. Et toi? Je souris, un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Dieu est français, tante. Il pardonne, mais il châtie avec élégance. Elle partit, le dos voûté, ignorant que Raoul la filmait depuis les vignes, capturant chaque mot. Le procès pour fraude éclata en décembre, au tribunal de Bordeaux, une bâtisse néoclassique où les échos des jugements passaient hantent les couloirs. Sophie fut citée comme témoin clé, mais son témoignage vacilla. Sous serment, elle bafouilla, accusant Élise d'avoir orchestré les détours. La salle, remplie de journalistes et de curieux, ses commères de la rive gauche, retint son souffle. Le juge, un homme sec au nom de Rousseau, haussa un sourcil. « Madame Duval, ces allégations sont graves. Avez-vous des preuves ?» Elle n'en avait pas, mais mes fuites anonymes en fournissaient. L'enregistrement de la cave, édité pour masquer le sédatif. Élise fut arrêtée ce soir-là, menottes aux poignets fins, escortée par des gendarmes impassibles jusqu'à la maison d'arrêt de Gradignan. Les flashs des photographes illuminèrent la nuit comme des éclairs de jugement dernier. Sophie, trahie par sa propre mère, s'effondra en direct à la télé locale, un soap-opéra gascon. « Pourquoi, maman ?» hurla-t-elle dans un micro tendu. Élise, pâle sous les lumières crues, murmura « Pour toi, ma chérie. Toujours pour toi. » Le scandale inonda la France. France Inter en parla comme d'un Macbeth bordelais. Libération titra « Meurtre et vin, la famille Duval implose ». Les ventes de nos cuvées explosèrent paradoxalement, le voyeurisme français, insatiable, transformant le poison en nectar. J'apparus dans les interviews, le veuf éploratif, c'est une tragédie. Mais la vigne continue. En privé, je trinquais seul à la santé d'Élise, pourrissant en cellule. Mais Sophie, cette hydre, repoussa une nouvelle tête. Libérée sous caution, elle engagea un détective pour fouiller mon passé. Il déterra mon divorce. Non pas une séparation amiable, mais une infidélité de ma part avec une voisine, un scandale mineur qu'elle gonfla en Lucien, violeur en série. Des rumeurs sur les quais, amplifiées par des posts sur les forums de vinophiles. Ma réputation chancela. Un client majeur, un caviste de Lyon, annula un contrat de 100 000 bouteilles. Je contre-attaquai avec précision chirurgicale. Une nuit, Raoul et moi rendîmes visite à l'amant de Sophie, ce galeriste aux doigts bagués, dans son loft de la Bastille. Pas de violence, pas encore. Juste une conversation amicale, avec un dossier sur ses propres fraudes artistiques. Il craqua, témoigna contre elle dans une plainte pour diffamation. Sophie perdit son appartement, forcée de vendre aux enchères chez Drouot. Elle revint à Bordeaux, brisée, quémandant un emploi au domaine. « Cousin, je n'ai plus rien. Laisse-moi travailler les vignes. Pour racheter mes fautes. » Je l'embauchai, comme vendangeuse anonyme, main dans la boue, dos courbé sous le soleil impitoyable. Elle haïssait chaque grappe qu'elle coupait,
mais obéissait, les yeux baissés. C'était ma petite vengeance quotidienne, la princesse déchue cueillant son propre poison. Noël approchait à nouveau, et avec lui, le souvenir de la mort d'Henri. Élise, depuis sa cellule, m'envoya une carte. « Joyeux Noël, neveu. Souviens-toi de la messe de minuit. » La messe. Lyd et Germa, une confrontation finale. J'organisai un dîner au domaine, invitant Sophie et obtenant une permission judiciaire pour Élise. Les trois Duval, réunis sous les guirlandes, pour un festin de vérité. La tension était palpable, comme un orage suspendu. Élise, amaigrie en tailleur gris carcéral, murmura des prières. Sophie, silencieuse, picorait son entrée. Moi, je servis le vin, du même pomme-roll que l'année d'avant, pur cette fois. À la vraie famille, toast et jeu. Elles burent, et les masques tombèrent. Accusations volerant, tu aimes tui maman, cria Sophie. Et toi, tu m'as trahi, riposta Élise. Je regardai, impassible, jusqu'au climax. Je révélai le testament caché d'Henri, un codicille où il léguait tout à une œuvre caritative si scandale il y avait, annulant nos paratout. Chaos. Larmes, Chris, Verez brises. Sophie s'enfuit dans la nuit, Élise s'effondra en confession. Et moi? Je ris, enfin libre. Mais la liberté goûte-t-elle le triomphe, ou le vide? L'hiver 2017 à 2018 s'abattit sur Bordeaux avec une férocité biblique, vent d'ouest hurlant qui arrachait les sarments comme des regrets mal arrimés. Le domaine, sous ma férule, prospérait malgré tout, exportation vers Tokyo, partenariat avec des sommeliers étoilés de Lyon. Mais la vengeance, ce parasite vorace, rongeait mes nuits. Sophie avait disparu après le dîner de Noël, laissant une note laconique « Tu as gagné. Mais le diable te reprendra ». Élise, renvoyée en détention, attendait son procès pour meurtre, un spectacle qui promettait de défrayer la chronique judiciaire française. Les audiences commencèrent en février, au palais de justice, sous un ciel de plomb qui pleurait sur les toits d'ardoise. Je témoignai, le cœur serré dans un étau de glace. Madame Duval a confessé le sabotage, votre honneur, pour protéger sa fille. La salle bruissait, journaliste griffonnant furieusement. Élise, menottée mais digne, me foudroya du regard. Trahison dans les yeux d'une mère. Sophie surgit comme témoin surprise, invoquant l'amnésie émotionnelle. Ma mère est innocente. C'est Lucien qui manipule tout. Le juge Rousseau, impassible, ordonna une expertise psychiatrique. Le cirque dura des semaines, transformant Bordeaux en plateau de télé-réalité. En coulisses, je consolidai mon empire. Raoul, payé rubis sur l'ongle, surveilla Sophie. Elle squattait un hôtel miteux près de la gare Matabio, vendant des bijoux au pawn-shop pour survivre. Un soir, elle tenta le suicide, pilule et Bordeaux bon marché, sauvée par une femme de ménage philippine. L'hôpital me contacta, par devoir légal. J'y allai, fleur à la main, un bouquet de roses noires symboliques. Elle était pâle, veines saillantes comme des rivières asséchées. « Pourquoi es-tu venue ? Pour danser sur ma tombe ?» croassa-t-elle. Je m'assis, prenant sa main froide. « Non, Sophie. Pour finir ce qu'on a commencé. » Et je lui révélai le dernier secret. Mon propre rôle dans la mort d'Henri n'était pas un accident. J'avais dosé l'arsenic pour qu'il agonise lentement, pour qu'il sente la trahison couler dans ses veines. Comme tu m'as fait sentir la tienne. Elle retira sa main, horrifiée. Tu es pire que nous. Un démon. Peut-être. Mais les démons français portent des costumes sur mesure. Le procès d'Élise culmina en mars, verdict, 20 ans pour homicide volontaire, aggravé par préméditation. Elle s'effondra en larmes, hurlant, pour Sophie. Tout pour Sophie. La foule dehors, ses badauds sous la pluie, applaudit ou siffla, divisé, comme je l'avais voulu. Le monde titra « La veuve empoisonnée », un drame familial qui divise la France. Devise. Mon chef-d'œuvre. Sophie, sortie de l'hôpital, chercha l'asile auprès d'un prêtre de la paroisse Saint-Michel, un jésuite aux yeux perçants nommé Père Laurent. Il me contacta. « Votre cousine est perdue, monsieur Duval. Elle parle de vengeance, de malédiction. » Aidesla. J'acceptai une rencontre dans l'église gothique, sous les vitraux qui saignaient des couleurs du martyr. Elle était à genoux, rosaire en main. Lucier, je te pardonne. Mais Dieu jugera. Pardon? Trop tard. Je lui offris un chèque, 100 000 €, restitution symbolique de ce qu'elle m'avait volé. Prends ça et pars. À Paris, à nulle part. Mais laisse le domaine en paix. Elle refusa, déchirant le chèque sous mes yeux. L'argent ne lave pas le sang. Et elle partit, ombre fugitive dans les ruelles pavées. Raoul la pista jusqu'à une clinique privée en Suisse,
se refaisant une vie sous un faux nom. Bonne chance, pensais-je. Les Alpes avalent les secrets comme le vin avale les peines. Le printemps ramena les bourgeons, et avec eux, une nouvelle menace. Les Lafarges, rancuniers, sabotèrent nos cuves une nuit de pleine lune. Pesticides versés dans l'irrigation, grappes pourries au matin. Perte, 50 000 €. La police enquêta, mais sans preuve. Je sus que c'était Sophie, guidant leurs mains depuis l'ombre. La guerre s'intensifia. Je fis fuiter leur propre fraude, un réseau de contrefaçon de crus classés. Un raid de la DGCCRF, et les Lafarges plièrent, vendant leur terre à moi, pour une bouchée de pain. C'était l'apogée. Le domaine s'étendait, de Bordeaux à Saint-Émilion, un empire forgé dans le sang et le soufre. Mais la solitude me rongeait. Divorcé, sans enfant, je dînais seul dans la grande salle, face à un portrait d'Henri qui me toisait des murs. Une nuit, ivre de solitude, je composai le numéro d'Élise en prison. Tante, es tu Eureuse? Elle rit, un rire brisé. Hugh J'ai tout perdu pour une illusion. Et toi, Lucien, es-tu le roi ou le fou? Le fou. Le mot résonna. Les jours suivants, les cauchemars revinrent. Henri convulsant, Sophie hurlant, Élise suppliant. Étais-je le héros de ma vendetta ou son esclave? Un matin de mai, sous un soleil qui dardait comme un accusateur, je reçus une lettre de Sophie. Pas de menace, mais une photo, un test de grossesse positif. Ton poison n'a pas tout pris, cousin. Je porte la vie. Et je la protégerai, comme maman l'a fait pour moi. Mais à ma façon. Le choc me cloua. Vie, dans ce cloaque de haine, je déchirai la photo, mais le doute s'insinua. Était-ce un piège ou une olive de paix tordue? Raoul confirma. Elle était enceinte d'un ouvrier du domaine que j'avais licencié. Irony cruelle. L'été apporta la récolte, abondante mais tardive. Vendange sous un ciel azur, bras nus luisants de sueur. Je travaillais moi-même, taillant les grappes jusqu'au sang, cherchant l'expiation dans la terre. Père Laurent me rendit visite, prêchant le pardon lors d'une messe champêtre. La vigne est comme l'âme, monsieur Duval. Elle donne du bon vin après la taille douloureuse. Je hochai la tête, mais mon âme était un piquet mort, stérile. Sophie reparut en septembre, ventre arrondi, lors d'une foire au vin à Libourne. Elle tenait un stand pour un petit producteur, vendant du vin bio avec un sourire forcé. Nos regards se croisèrent au-dessus des étals. Félicitations, dis-je, raide. Elle toucha son ventre. Merci. Et pour l'entreprise? Je haussai les épaules. Elle est à moi. Mais la vie, elle est à toi. Ce fut notre trêve fragile. Elle partit sans un mot, mais je sentis le vent tourner. Élise, en appel, obtint une réduction de peine pour bonne conduite, 15 ans. Elle m'écrivit « Viens me voir. Parlons comme avant ». J'y allai, à Gradignan, traversant les grilles comme un pèlerin d'année. Elle était vieillie, cheveux blancs, mais ses yeux pétillaient encore de ruse. Lucien, lâche prise. La vengeance est un vin qui tourne au vinaigre. Pour la première fois, je doutais. Et si elle avait raison, le chemin du retour, le long de la rocade bordelaise, fut un tunnel de réflexion. À la maison, un cadeau m'attendait, une bouteille de notre 2017, étiquetée de la main de Sophie. Pour la paix, notait-elle. Je l'ouvris, bus une gorgée. Pure, sans poison. Un signe. Mais la nuit, les ombres murmurèrent. La vraie famille n'existait pas. Seulement des fantômes en haillons. Octobre 2018 couronna Bordeaux d'une couronne d'or feuillu, les vendanges achevées dans une euphorie collective qui masquait à peine les fissures de mon âme. Le domaine Duval s'étalait désormais sur 100 hectares, un colosse des vins de Gironde, couronné par un article élogieux dans Le Point. Lucien Duval, le phénix des cépages. Phoenix. Plutôt un vampire repu de sang familial. Les invitations affluaient. Dîner chez le maire, gala à l'opéra, où je paradais en smoking, un verre de château à la main, ignorant les chuchotements, c'est lui, le vengeur. Sophie accoucha en novembre, une fille prénommée Élise, ironie ou hommage. Elle m'envoya une photo, un bébé aux yeux sombres, comme les miens, pour que tu saches ce que tu as failli détruire. Le pincement au cœur fut inattendu, une vigne nouvelle poussant dans le désert de ma poitrine. Je répondis par un virement, fonds pour l'éducation, anonyme. Pas de pardon, mais une dette payée. Élise, libérée en conditionnel pour raison médicale, un cancer du sein, ce fléau familial, revint à Bordeaux en décembre. Amaigrie, perruque de chimiothérapie, elle s'installa dans une petite maison à Pessac, loin du domaine. Notre première rencontre fut au Café Français, place du Parlement,
sous les arcades où les amoureux s'embrassent encore. Lucien, dit-elle, voix chevrotante, je suis une ombre. Mais toi, tu vis. Est-ce la victoire? Nous parlâmes des heures, vidant des expressos amers. Elle confessa plus. Le frère jumeau n'était pas mort par jalousie seule, mais parce qu'il menaçait de révéler que Henri n'était pas mon oncle biologique, un cousin éloigné, un bâtard de la branche provençale. Ton père était le vrai patriarche, mais faible. Nous t'avons utilisé comme pion. Le coup de grâce, j'étais le sang pur, mais manipulé dès l'enfance pour endosser les péchés des autres. La révélation me frappa comme une grêle sur les vignes. Pas de famille vraie, seulement un échiquier truqué. Je quittai le café, errant jusqu'à la Garonne, où les eaux troubles charriaient des feuilles mortes. Suicide? L'idée effleura, un saut dans le noir. Mais non, la vengeance inachevée me retint. Le twist vint à Noël, lors de la messe de minuit. Sophie apparut, bébé en bras, Élise à son côté, réconciliée dans la maladie. Elles s'assirent près de moi, dans le piou familial. « Rejoins-nous, Lucien », murmura Sophie. Pour elle. Pour recommencer. Le chœur chantait « Douce nuit », et pour un instant, je vis l'illusion, une famille brisée recollée par le miracle d'un enfant. Mais au domaine, après la messe, le dîner tourna au drame. Verres leaves. Toasts hypocrites. Puis, Sophie glissa une enveloppe, des documents. Lis ça. C'était un acte notarié. Elle avait racheté les parts Lafarge avec mon propre argent, détourné via un compte que j'ignorais. Et le testament codicile d'Henri, falsifié par elle, pour me piéger. Tu pensais m'avoir ruiné? J'ai attendu, cousin. Comme toi. Le monde bascula. Élise, complice, pleura, pour Sophie, toujours. La rage remonta, un ras de marée. Je saisis le couteau à dinde, lame luisante. Tratres, hurlaie. Sophie protégea son ventre, mais Élise s'interposa. Tue-moi, Lucien. Finis-le. La lame trembla, puis s'abattit non sur elle, mais sur la table, fendant la nappe en deux. Je m'effondrai, sanglotant. Pas de meurtre, cette fois. Seulement la vérité nue, la vengeance nous avait tous consumés. Sophie, miséricordieuse dans sa victoire, appela les flics. Pas pour m'arrêter, mais pour un internement volontaire. Tu as faux, Lucien. Laisse-nous te soigner. Le tribunal ordonna une thérapie, et je partis pour une clinique en Dordogne, sous les chênes centenaires. Là, en session avec un psy-freudien aux lunettes rondes, je déballai tout, le poison, les faux, les cœurs brisés. Vous êtes victime et bourreau, monsieur Duval, dit-il. Victime. Le mot libéra quelque chose. Des mois passèrent. Sophie géra le domaine, Élise survécut au cancer, un miracle de la chimio. Moi, je revins en automne 2019, ombre pâle. Nous signâmes une paix, par partagés, secrets enterrés. La cuvée 2019, un Bordeaux clair, fut lancée comme réconciliation, un vin doux, sans amertume. Mais le twist final? Dans la cave, seul, je trouvai une lettre d'Henri, cachée dans une cuve oubliée. Lucien, si tu lis ça, c'est que j'ai échoué. Sache que j'ai tout su, les vols de Sophie, le meurtre d'Élise. J'ai laissé faire, pour te forger en homme fort. La vraie famille, c'est celle qui survit au feu. Pardonne-moi. Forge. J'étais cendre. Aujourd'hui, Bordeaux brille sous le soleil de décembre 2025. Le domaine prospère, Sophie gère avec brio, Élise joue la grand-mère gâteau. Moi, je vends du vin aux touristes, un sourire plaqué, mais la nuit, je bois seul, goûtant l'arsenic fantôme. Victoire? Défaite? La France, terre de paradoxes, ne tranche pas. Et vous, lecteurs, de quel côté êtes-vous? Le mien ou le leur? La réponse coule comme un vin versé, amer, inévitable.